Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Michel Mersch. Bonjour. Je vous présente succinctement comme d'habitude, comme je fais d'habitude. Comme ça, après, on passe directement à des détails plus techniques sur votre fonctionnement et votre parcours entrepreneurial. Donc, vous avez commencé par une formation en business school à Bruxelles, si je ne me trompe pas, à l'ICHEC plus précisément. Et vous avez commencé plus comme commercial chez Mars. Et avec une évolution de votre carrière, un passage dans une PME, plus dans l'ameublement, et vous êtes arrivé chez Nestlé il y a déjà plus de 20 ans, en 1998, comme Key Account Manager, et avec ensuite plusieurs évolutions qui vous ont finalement mené aujourd'hui au poste de CEO Belgique-Luxembourg de Nestlé, depuis 2018, donc juste avant la crise Covid. Et Nestlé, Belgique et Luxembourg comptent aujourd'hui environ 800 collaborateurs. Déjà, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Et je vous laisse répondre. Non, absolument, c'est bon. tout à fait correct. Ok, et donc mes deux questions, ça va être déjà plus de 20 ans chez Nestlé. Est-ce que c'est important pour vous d'être fidèle à un employeur ou à un secteur, puisqu'avant c'était déjà dans l'agroalimentaire aussi, votre début de carrière? Et l'autre question, c'est quel pourrait avoir été votre fil rouge, ce qui est au cœur de votre attention dans votre carrière, dans votre développement personnel aussi, tout au long de ces années qui se sont déjà écoulées? Oui. C'est une question évidemment qui n'est pas simple à répondre. Fidélité par rapport à l'employeur, je pense que c'est bien entendu, il y a pour moi différents facteurs qui œuvrent à ça. C'est l'adéquation en fait de ses valeurs personnelles par rapport aux valeurs de l'entreprise. Ça, c'est un point qui est assez fondamental. C'est l'autonomie, enfin ça dépend de sa personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans l'esprit d'entrepreneuriat, donc j'ai besoin de pouvoir entreprendre aussi. Et donc, j'ai besoin de pouvoir trouver une organisation qui me permette aussi d'entreprendre, de me donner un degré d'autonomie qui est suffisamment quand même large. Et puis, j'ai besoin de continuer surtout à apprendre et la volonté aussi d'avoir un certain, je dirais, impact. Et Nestlé m'a donné en fait ces éléments-là, ou en tout cas, l'adéquation est plutôt bonne. Ce qui fait que, oui, je suis dans le groupe depuis plus de 20 ans et j'y trouve beaucoup de plaisir, et j'espère que ce plaisir que moi-même je ressens est aussi transmis en fait au reste de l'organisation, parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Donc, j'aurais tendance à dire, moi, je ne suis pas rentré dans une organisation quelle qu'elle soit en me disant je vais rester 20 ans, 30 ans ou 40 ans. J'ai plutôt fait le choix de me dire, moi, je suis quelque part fidèle à des principes, à des valeurs, et tant en fait que ça correspond, il n'y a pas de raison quelque part d'aller voir ailleurs. Nestlé me permet aussi d'apprendre beaucoup de choses différentes, et à ce titre-là, je continue quelque part à entre guillemets me nourrir, donc au sens propre et figuré du terme. Justement, vous parliez de valeurs à l'instant. Chez Nestlé, comment est-ce que vous abordez la dichotomie, la confrontation, même si je pense à titre personnel que ce n'est pas une vraie confrontation, mais entre la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, RSE, et la rentabilité d'une entreprise, puisqu'on voit que c'est une question qui est assez importante, surtout en ce moment. Oui. La responsabilité sociétale des entreprises est fondamentale. Elle est évidemment implémentée de façon, je dirais, différente. Elle est fondamentale. Elle n'est pas pour moi contre-productive par rapport à la partie profitabilité, et même probablement que du contraire. C'est-à-dire que c'est une anticipation sur ce qui va très vraisemblablement se produire.
Les entreprises qui n'auront pas en fait ce type d'approche n'existeront plus demain. Les citoyens et les consommateurs ont besoin aujourd'hui de comprendre en fait aussi l'impact qu'ils créent avec la consommation qu'ils génèrent, et par rapport à ça d'avoir une meilleure transparence sur justement les choix que eux posent par rapport à l'impact que ça peut avoir. Et donc à ce titre-là, je reste convaincu que la vision quelque part de l'impact de profitabilité est une vision trop court-termiste. Donc il faut plutôt le projeter. Nestlé est une société qui a 150 ans. On n'a pas pour vocation à disparaître demain. Non, donc c'est pas le but. Non, notre ambition est de continuer à exister et de pérenniser l'organisation. Et par rapport à ça, il nous paraît évident que toute la partie RSE fait partie quelque part de notre ADN et de nos priorités. On avait même appelé ça à l'époque, chez nous, ça s'appelle plutôt le Creating Shared Value. C'est comment est-ce qu'on crée de la valeur partagée en fait pour tout le monde, tous les acteurs, tous les stakeholders qui interviennent dans la chaîne complète. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est pour moi encore plus puissant quelque part que la responsabilité sociétale. C'est créer de la valeur en fait dans la totalité de la chaîne. Bien entendu. Étant dans un grand groupe aussi, tout n'est pas parfait aujourd'hui. La volonté, en tout cas, est là et on est véritablement dans cette dynamique de construction. Mais il est vrai aussi que sur certaines choses, on doit accélérer. Sur d'autres choses, on est plutôt précurseur. Et que ça ne se fait pas avec, je dirais, le zéro défaut. Mais c'est véritablement quelque chose qui est dans l'ADN du groupe. Et alors, à l'instant, vous parliez de shared value. On l'a vu, votre secteur principal d'activité, l'agroalimentaire, a été... c'est un écosystème qui a été un peu malmené avec la crise récente de la Covid. Mais comment est-ce que vous avez, d'une part, fait pour gérer cette crise? Alors, probablement pas tout seul. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait dans son écosystème, par exemple, quand tout l'Horeca ferme du jour au lendemain, c'est une partie de vos clients. Voilà. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce genre de... Oui, alors, première question est comment est-ce qu'on a géré la crise et on ne l'a pas fait tout seul? Ça, c'est évident. Je pense qu'on n'était pas trop mal préparé dans la mesure où, même si on a encore pas mal de boulot à faire par rapport à ça, on est véritablement dans la philosophie de ce qu'on appelle l'empowerment. Tout à l'heure, par rapport à mon trajet, je parlais de pouvoir avoir de l'autonomie, de pouvoir créer de l'impact. C'est quelque chose qui anime, je pense, une très large majorité des collaborateurs. Et donc, fort de cette philosophie-là, quand vous avez des éléments à un moment donné surprises qui interviennent, de petite taille ou de grande taille, vous êtes déjà de facto mieux préparé en fait, puisque tout ne dépend pas potentiellement d'une équipe de direction ou d'une ou deux personnes ou 3 ou 10 personnes. Ça dépend en fait de la collectivité. C'est l'équipe dans sa totalité qui répond. Ce qu'on a fait, donc, c'était déjà, on avait cette base et ce terreau quelque part qui était plutôt favorable à la gestion de cette crise. On a aussi gardé cette philosophie de l'empowerment, mais en clarifiant en fait les rôles. Et très rapidement, on s'est dit, voilà, on va constituer pour avoir l'efficacité nécessaire un petit groupe pour gérer cette crise, je dirais de façon très directe. La composition était assez simple, c'était le responsable des ressources humaines chez nous, la partie responsabilité de la sécurité, donc bien-être et safety des employés. Donc c'était leur protection quelque part par rapport à ce virus. Et la partie corporate com qui était intégrée dans cette structure. Et en fonction de certains sujets, on a intégré à ce moment-là géométrie variable, d'autres key stakeholders comme le responsable des opérations, parce que forcément, vous l'avez dit, la supply chain a été mise à rude épreuve, l'est d'ailleurs toujours. Donc voilà, je pense qu'on a donné en tout cas une visibilité dans l'organisation sur les rôles, de dire on va s'occuper en fait véritablement de la crise en tant que telle, continuer à vous occuper quelque part de la gestion quotidienne du business. On a donné des lignes directrices
et tout le monde a contribué à la gestion positive. On a aussi tout le monde voyait le cap comme ça. Exactement. Oui. Okay. Oui. Après, de nouveau, on n'a pas pour habitude de s'attribuer nous-mêmes quelque part les résultats de ce qu'on fait. On le demande plutôt à l'organisation, ou voire à nos consommateurs, je veux dire, ou nos clients, nos consommateurs, de dire dans certains cas comment est-ce que vous jugez les actions qu'on entreprend. Ici, dans le cas de la crise, on a effectivement posé des questions à nos collaborateurs pour voir quel était leur degré de satisfaction par rapport à la façon dont on a géré la crise. Le feedback était très positif, ce qui n'empêche qu'on a nous-mêmes constaté très rapidement qu'on a fait des erreurs, on a fait pas mal d'erreurs, notamment en termes de communication. On avait sans doute cette volonté de transparence et de communiquer très vite, et en fait, on communiquait peut-être parfois trop vite, pas de façon peut-être suffisamment complète, et certainement pas sur les membres du comité de direction qui étaient mis en fait au même niveau de communication que le reste de l'organisation. Donc très vite, on s'est dit, on a un problème, on a eu du feedback aussi, on a réajusté. Donc on a essayé de réajuster en fait en permanence. En même temps, personne n'est prêt pour une crise comme ça. Ouais, je crois qu'on a beau essayer de se préparer un maximum. L'ampleur était effectivement d'un tel niveau. Généralement, quand on a des crises, elles ne concernent pas, je dirais, un périmètre aussi large que celui auquel on a dû faire face. Donc clairement, non, je pense qu'effectivement, même si quelque part on essaye d'anticiper tout ce qui peut arriver, l'ampleur était sous-estimée, oui. Et donc, votre intégration dans l'écosystème, si l'Oreca ferme, c'est une partie de votre business qui est fermée. Alors, l'Oreca fait partie. On a ce qu'on appelle chez nous plutôt les canaux alternatifs et les canaux hors foyer. Donc, le hors foyer peut aussi être ce qu'on appelle le B&I, Business and Industry. Vous avez vu, on propose du café de différentes marques différentes, sous différents types de technologies. On ne le propose pas que en Oreca ou en foyer, on le propose aussi dans des usines, dans des sociétés. Quand forcément vous avez un pan d'activité ou plusieurs pans d'activité qui sont complètement mis à l'arrêt, je pense forcément à l'Oreca et à nombreux de nos clients, mais je pense aussi à toute l'activité qui a été relocalisée de chez soi. On a tous été mis, pour ceux qui pouvaient le faire, en home working. Forcément, les consommations de café qu'on faisait au bureau, les contrats qu'on avait avec ces sociétés-là, votre chiffre d'affaires, il passe de X à 0. Donc ça va plus loin qu'uniquement en fait le pôle d'activité lié à l'Oreca. C'est tout un pan d'activité chez nous qui effectivement du jour au lendemain s'est retrouvé aussi à l'arrêt. Et à l'inverse, le in-foyer, pour pas dire hors-foyer, a dû augmenter. Exactement. Et là où on pourrait se dire c'est assez simple parce que vous basculez facilement, c'est les mêmes produits. Non, c'est pas les mêmes produits. Les produits qu'on vend en Oreca sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on vend en fait dans la grande distribution. Même pour un café, que ce soit Nespresso, que ce soit autre, vous avez des capsules qui sont différentes. Si vous regardez les capsules Nespresso, pour la partie professionnelle, vous avez des capsules plutôt plates, alors que pour l'in-home, ce sont... Donc, même sur la volumétrie business, vous ne pouvez pas vous dire comme ça du jour au lendemain, c'est facile. Donc, c'est plus compliqué que ça. Et on a mis certains pans en fait, d'activité aussi à l'arrêt. On a mis personne en chômage technique parce que je pense qu'une des leçons de cette crise, c'est aussi... donc, je vais d'abord finir la phrase que j'ai commencée. C'est la diversification. Et à plusieurs niveaux. Donc, notre portefeuille produit est extrêmement diversifié. Les canaux dans lesquels on est actif sont aussi très diversifiés. Mais c'est aussi les plateformes, les dépôts avec lesquels on travaille. Imaginez, en fait, on a eu beaucoup de chance. Je vous explique pourquoi. Parce que nous sommes en fait sur des plateformes partagées avec d'autres industriels et d'autres secteurs d'activité. Si on avait été sur une plateforme logistique uniquement en fait food ou FMCG retail, l'engorgement se serait fait ressentir parce que nous avons tous été confrontés à de l'absentéisme lié. Vous savez, c'était la première vague. Vous vous sentiez pas bien. Oui.
on téléphonait à son médecin à ce moment-là. On faisait pas de test. Je rappelle que la première vague, c'était téléphoner, diagnostic à distance, et médecin, par mesure de sécurité, disait non, écoutez, il vaut mieux que vous restiez chez vous. Vous avez sans doute la Covid. Restez chez vous et vous vous mettez en quarantaine pendant 2 semaines. Mais donc ça crée évidemment à un moment donné une tension sur l'organisation. Et imaginez que forcément, vous avez dans les dépôts un nombre de personnes qui ne sont plus disponibles. Si vous êtes dans le même secteur d'activité et que vous avez des pics à ce moment-là à devoir absorber, c'est impossible à absorber. Là, il s'est trouvé que nous étions sur des mêmes dépôts que d'autres secteurs d'activité qui ont été fermés et que donc, en fait, le personnel qui était en fait en absentéisme a été quelque part remplacé par des gens qui travaillaient dans d'autres secteurs qui sont venus en fait nous aider. Oui. Au sein même de l'organisation, c'est ce que nous avons fait aussi. Donc, sur certains pôles d'activité, les gens qui étaient notamment les boutiques Nespresso, ont renforcé en fait toutes les équipes digitales, puisque les consommateurs se sont aussi beaucoup plus rués sur toutes les plateformes digitales. Donc, il fallait aussi renforcer à ce moment-là les équipes, ce qu'on appelle le call center chez nous pour prendre les commandes, ouais. Etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est évidemment les éléments qu'on a fait. Et là, je pense, ce qui est véritablement clé, c'est de nouveau remémoriser que, in fine, la diversification, quelque part, est quelque part un élément clé pour passer tant bien que mal à travers cette crise. Oui, donc dans une stratégie d'entreprise, quand on veut faire son business plan, son modèle, anticiper une diversification à la fois de clientèle et de secteur éventuellement quand on devient plus grand, et aussi d'outils logistiques peut être important. Donc. Oui. En tout cas, c'est certainement une des leçons, il y en a plusieurs évidemment, les enseignements sont riches par rapport à cette crise, mais je pense que c'est un enseignement majeur, c'est que la pression, vous parliez tout à l'heure par rapport au RSE de la partie profitabilité, la pression est parfois très très forte pour uniformiser, simplifier. Et la traduction de cette uniformisation, simplification a parfois tendance à justement couper les pôles de diversification. Et ici, mon message est de dire notre portefeuille diversifié, nos canaux diversifiés nous ont permis quelque part de mieux la traverser. Mais attention, ça va plus loin que ça, puisque sur la chaîne, quelque part au niveau logistique, si vous êtes sur des plateformes qui ne sont entre guillemets que monosecteurs, vous risquez aussi d'avoir à un moment donné un risque ou de ne pas pouvoir absorber à un moment donné des variations très importantes de volumétrie business. Et alors, en un sens, on comprend que tout échec, toute erreur ou tout problème peut devenir un apprentissage. Et en ce sens, du coup, une crise peut aussi devenir une opportunité, même si au début, c'est quand même un choc, et ça peut le rester. Et pour des entrepreneurs qui justement sont peut-être au début ou réfléchissent à des nouveaux projets et perdraient un peu tout repère avec le Maelstrom qu'on connaît actuellement, est-ce que vous diriez qu'il y a des business, des tendances qui se dégagent, des nouvelles idées, des choses qui émergent et qui pourraient peut-être regarder un peu plus attentivement? Oui. La philosophie qu'on a aussi voulu, je dirais, implémenter, elle est de se dire une crise est douloureuse en fait pour ceux qui la subissent. Ici, en l'occurrence, pour tout le monde, mais dans des mesures différentes forcément en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes et aussi de ce que vous en faites in fine. C'est-à-dire que notre philosophie était de dire certains pans d'activité sont fortement touchés, on se croise les doigts, on fait quoi? Donc on s'est dit quelles sont les opportunités qu'on peut aussi en avoir, et typiquement dans notre secteur, donc dans l'alimentaire, j'aurais tendance à dire que notre concurrence n'était pas que intra-secteur d'activité. Donc en fait, on avait avant la crise, nos concurrents étaient aussi le secteur du voyage, les city trips, et puis beaucoup d'autres choses. Et la crise, en fait, a recentré quelque part la préoccupation des gens sur ce qu'ils pouvaient encore faire en fonction des restrictions. Et l'alimentation
est devenu quelque part plus que le moyen de se sustenter ou plaisir qu'on peut souvent trouver en allant aussi à l'extérieur, etc. C'est devenu le moyen aussi de créer de l'activité, de reconnecter au niveau familial. Et donc, on a redonné probablement une place à l'alimentaire qu'elle avait à un moment donné perdue. Et donc, pour faire le lien entre l'opportunité et les tendances, l'alimentation a repris effectivement un rôle différent. Et je pense aussi que, au travers de cette crise, les citoyens se sont rendus compte que l'alimentation était une base aussi importante dans la santé. On se crée aussi une immunité et quelque part, on est en meilleure forme ou en moins bonne forme par l'alimentation qu'on a, la façon dont on l'assimile. Et en ce sens, c'est effectivement une opportunité parce qu'on sait aujourd'hui que les citoyens mettent beaucoup plus d'importance sur effectivement l'aspect santé, et l'aspect santé amont et pas uniquement en fait la partie tiens, comment est-ce que je corrige et comment est-ce que je... Voilà, c'est la prévention qui prend plus de, je dirais, de poids et d'ampleur. Exactement. Chouette. Je continue un petit peu et je vais revenir un peu sur Nestlé plus précisément. Parce que bon, Nestlé, le nom vient de son fondateur, mais ce qui est amusant, c'est que dans son nom, il y a Nest qui veut dire nid. Et on le retrouve sur l'illustration, oui. Le logo de Nestlé, avec, pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête, c'est un oiseau qui amène qui vient voir, je ne sais pas s'il est nourri ou pas, mais qui vient voir ses deux petits oisillons dans le nid. Et je me demandais, puisque c'est le logo qui est là depuis presque les débuts, donc quasi 150 ans de Nestlé, est-ce que ça doit symboliser quelque chose de fort pour Nestlé ? Et pour vous, qu'est-ce que ça symbolise le plus ? Est-ce que c'est l'aspect paternel ou maternel, je ne sais pas quel est cet oiseau, mais nourrir un peu le monde ? Est-ce que c'est un bon nid douillet pour l'équipe ? Voilà, comment est-ce que vous feriez le lien avec les valeurs de Nestlé ? Oui. Alors, pour ne pas faire, je dirais, toute l'histoire de Nestlé, la partie caring est vraiment dans notre ADN et je pense que c'est ce qu'on, clairement, enfin c'est pas je pense, on le retrouve dans le logo, il y a une consistance très très forte par rapport à ça. Et juste pour que ce soit peut-être plus clair pour les gens qui nous écoutent, Henri Nestlé, effectivement le fondateur, à la base, il était terriblement effaré par le nombre de décès. La mortalité infantile était énorme. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire ? Et avec les connaissances qu'il avait, il s'est dit, ben voilà, je peux apporter une réponse pour avoir un impact positif sur cette mortalité infantile. Et c'est de là qu'est née la société Nestlé. Et donc, quand vous faites le lien avec le logo, vous avez le nid, qui est un cocon quelque part protecteur. Vous avez l'oiseau, l'oisillon, et qui est nourri. Donc, il y a ce repère aussi avec la naissance, quelque part, qui est aussi à l'origine de la société. Vous avez le caring qui est présent, et donc vous avez quelque part les valeurs fondamentales du groupe qui se retrouvent effectivement dans ce logo. Et dans lesquelles vous vous reconnaissez ? Oui, alors les valeurs vont plus loin que ça, hein, donc c'est le respect. Donc on va alors à ce moment-là plus loin et on est effectivement dans le respect. Tout à l'heure, en discutant entre nous, on a parlé aussi, il y a des valeurs qui sont fondamentales pour moi, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Et pour revenir aux 20 ans que j'ai passé, alors ça fait, in fine, ça va faire 25 ans que je suis dans le même secteur d'activité, dans deux sociétés différentes. J'ai fait, vous l'avez souligné, une interruption d'un peu plus de 2 ans dans un tout autre secteur d'activité. Mais je pense que c'est aussi le témoignage du fait que avantage, inconvénient, quand vous êtes dans le même secteur d'activité pendant 25 ans et que vous, quelque part, vous vivez plutôt correctement et bien, c'est que vous êtes respecté, vous ne pouvez être respecté que si vous êtes quelqu'un de correct. Et quand je dis quelqu'un, c'est pas moi, c'est la société, c'est ce que j'incarne, j'incarne les valeurs de la société, et donc c'est cette correction qui fait partie, effectivement, le respect, les corrections qui font partie des valeurs intrinsèques de la société et qui sont effectivement les miennes aussi. Si je reviens donc à l'aspect
logo. Nestlé, c'est aussi et surtout des marques. On ne connaît pas que Nestlé, on connaît Nespresso, Nescafé, Nesti, Nesquik, comme ça on reste dans le Nes. On connaît Perrier, on connaît Friskies, enfin bref, je ne vais pas tous les citer. En fait, une marque, c'est pas c'est quoi, parce qu'on voit ce que c'est un produit, c'est ce qui va avec, mais qu'est-ce qui permet de construire, quand on est au tout début, de construire une marque, ou quels sont les points d'attention pour ne pas l'affaiblir en tout cas? Oui, alors je pense que c'est peut-être une question très technique ou précise. Oui, qui est plus sans doute dédiée à un spécialiste marketing. Car moi, vous avez soulevé tout à l'heure mon parcours qui était plus peut-être commercial que vrai marketing. Mais j'ai quand même fait du marketing pendant un certain nombre de temps. Mais non, je crois que les valeurs d'une marque évoluent aussi en fait dans le temps. À la base, elles étaient peut-être représentatives de certains attributs. Et aujourd'hui, elles deviennent représentatives d'autres attributs et c'est à nous de les faire évoluer. Aujourd'hui, en fait, le consommateur, il a besoin de se retrouver au travers des valeurs de la marque, au travers la brand essence, donc l'essence même, mais aussi au travers de l'expérience de ce que la marque. Donc, c'est pas... on est peut-être sur certaines marques ou sur certaines catégories produits encore pas suffisamment, entre guillemets, avancés et sur d'autres, je pense qu'on l'est, au contraire, vraiment, on est précurseur. Mais on ne vend pas uniquement un produit, on vend un produit, quelque part un service, mais surtout une expérience. Et c'est ce que la marque doit aussi traduire, c'est cette expérience dans la totalité. Oui, donc ça inclut l'emballage, ça inclut tout. Oui, ça englobe la partie sécurité, la partie innovation. Enfin, si on fait, quand on regarde dans d'autres secteurs d'activité, en fait, qu'est-ce qui a fait la force de certaines marques ? C'était aussi leur caractère innovant. Oui. Donc ce sont tous ces attributs-là, quelque part, qui construisent. Et alors, ce qui est très important, c'est d'avoir cette consistance. Même si vous avez un trajet, hein, donc c'est pas quelque chose de linéaire, vous pouvez à un moment donné bouger, mais c'est d'avoir cette forme de consistance dans tout ce qui fait, dans tout ce qui est fait et qui touche à cette marque. Si d'un côté, vous avez comme attribut principal l'expérience qualitative, gustative, peu importe, et que vous avez à ce moment-là des éléments adjacents qui ne reflètent pas ces éléments ou ces attributs, vous allez en fait affaiblir quelque part votre marque. Donc c'est vraiment fondamental de prendre en fait ces attributs dans leur totalité et de voir comment est-ce qu'on est consistant par rapport à ça et comment est-ce qu'on les fait aussi évoluer par rapport aux tendances et à l'évolution du contexte dans lequel on évolue. Et donc ça, on fait des études, on questionne les consommateurs, on fait des panels, des... Oui, au même titre qu'on l'est dans notre philosophie de collaboration, on essaye d'être beaucoup à l'écoute, donc à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, des consommateurs, des citoyens, parce que c'est pas nécessairement que des consommateurs. Les consommateurs, dans notre définition, ils sont déjà quelque part clients chez nous. Le citoyen, c'est l'entièreté, et ils ne le sont peut-être pas, mais dans ce cas-ci, on est effectivement à l'écoute, sensible, et on regarde effectivement en quoi est-ce qu'on aide, on contribue, comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif, comment est-ce qu'on peut créer de la valeur, et comment est-ce qu'on le fait dans le temps. Et si on revient un peu plus sur vous, votre façon d'être, vous disiez que voilà, ce qui vous importe, c'est aussi d'avoir des valeurs, une certaine intégrité. Malgré tout, il faut gérer une entreprise, faire en sorte qu'elle puisse être pérenne, que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'elle puisse avoir une rentabilité. Quel serait votre, s'il y en a un, votre focus principal en tant que chef, entre guillemets, le mien, il est plutôt sur la partie people. Ce sont les gens en fait qui font la différence. Ce sont les collaborateurs qui font la différence. C'est la qualité de la diversité qu'on intègre dans les équipes. C'est l'interconnexion en fait des équipes. Ce sont ces éléments-là. Donc mon focus, il est là parce que pour moi, c'est la base de ce qui va pouvoir après générer le reste. Donc après, ça ne veut pas dire, on a partagé ensemble, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des niveaux d'exigence et qu'on ne peut pas être dur, mais
on n'oppose pas le fait d'être dur et le fait d'être juste. Ces éléments-là ne s'opposent pas, au contraire. Et je pense que justement, le fait d'être dur mais juste crée en fait la crédibilité, la confiance, le respect. C'est ça. Donc à la fois, si on revient à la gestion de crise, il y a garder le cap, faire en sorte que ce cap soit gardé, mais en même temps... Alors, je le nuançais parce que garder le cap, ça pourrait laisser sous-entendre qu'on se bat tant bien que mal. Ce qu'on a voulu faire, c'était certainement notre réaction tout au début, et puis après, très vite se projeter en disant « Mais quel est justement le cap qu'on doit prendre ? Est-ce qu'on doit garder le même cap ou est-ce qu'on doit un petit peu se réorienter et bouger ?» Parce que ça, c'est la nuance aussi à apporter à un moment donné, c'est de se dire le cap qu'on avait, qui était sans doute le bon avant la crise, est-ce qu'il est toujours le bon en fait pendant la crise ou après la crise ? Ça, c'est la question. Donc c'est pour ça que je le nuance juste en disant, oui. Je sais que c'est imagé de votre part, mais je préfère quand même le nuancer. Oui, donc ça veut dire se remettre aussi en question en continu. C'est un autre apprentissage, mais parce que avoir un cap et le donner, mais être prêt à accepter les critiques vis-à-vis de ça. Oui, absolument. Et justement, pour pouvoir réussir à faire ça, bon, vous avez eu une carrière qui vous a déjà permis d'apprendre au fur et à mesure, mais est-ce que vous vous formez en continu ? Est-ce que vous avez des lectures qui sont un peu des game changers, des choses qui vous ont un peu marqué, ou est-ce qu'il y a des personnes que vous aimez bien écouter, ou des choses qui vous forment ? Oui, je crois que pour moi, la meilleure des formations, c'est la remise en question permanente, et j'aime beaucoup le sport, et le sport d'un certain niveau, je le pratique moins, on va dire pas beaucoup, à regret d'ailleurs, hein. Mais j'ai d'ailleurs dans ma famille, ma sœur a été une sportive émérite, et donc c'est quelque chose qui nous parle. Moi, j'ai fait aussi du sport entre guillemets de compétition à niveau entre guillemets modeste. Mais dans quelle discipline ? Dans plusieurs. Moi, j'ai fait du hockey, mais avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu, hein. Donc c'était un très très chouette sport. Il est devenu un sport vraiment extraordinaire. J'ai fait de la voile, ma sœur a fait du patinage de vitesse short track, hein, le short track dont on parle. Donc voilà, le sport était quelque part pour moi un espèce de modèle à plusieurs niveaux. Et ici, pour faire quelque part le parallélisme par rapport à ce qu'on en discutait, un coach, la personne est vraiment très très chouette, et moi j'ai beaucoup appris aussi des sessions de partage avec ce coach sportif à la base qui s'est reconverti aussi en coaching d'entreprise. Mais ne jamais vous complaire dans votre zone de confort. Remettez-vous en question en permanence, est la meilleure des formations que vous pouvez déjà avoir. Donc au-delà de chercher des formations spécifiques, des lectures, etc., je pense que la base, c'est déjà la remise en question permanente, ne jamais se complaire dans une zone de confort. Moi, j'ai saisi des opportunités, entre guillemets, de fonctions et de jobs qui étaient certainement pas le long fleuve tranquille, que du contraire. Et c'est là que j'ai appris plein de choses. Mais forcément, ça demande un investissement personnel, une énergie qui est différente. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Ça demande, vous voyez, c'est un effort personnel. Mais je pense que c'est la meilleure façon, quelque part, de rester alerte, c'est de sortir en permanence de cette zone de confort. Donc ça, c'est le premier point. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort ? Déjà, on ne se laisse pas enfermer dedans. Et puis, je pense que... moi, j'ai jamais été revendicateur, donc j'ai jamais, en fait, planifié la carrière que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours, en fait... et c'est là que je parle avec le degré d'autonomie aussi. Je pense, et c'est ce qui est intéressant chez Nestlé aussi, c'est qu'on est capable, au-delà de la fonction et de la façon dont on décrit quelque part les rôles, on peut faire le contenu de sa fonction, comme on peut le faire presque partout en fait, hein. Donc c'est comment est-ce que j'enrichis le contenu de ma fonction, comment est-ce que je crée quelque part, modestement, mais plus d'impact. Je pense que c'est comme ça, et ça se fait en se remettant en question. Donc, c'est pas choisir la solution de facilité
qui, certes, à certains moments de sa vie, est nécessaire aussi. Donc, je le nuance aussi de nouveau en disant en permanence, ça veut pas dire que on peut pas à un moment donné accepter pendant quelques mois de se dire, je vais être dans ma zone de confort. C'est pas pour ça qu'on n'est pas performant. Je vais faire ce qu'on me demande et je le fais très bien, mais je le fais pas pendant 5 ans ou 10 ans. Si vous faites la même chose, et je dis pas que vous ne devez pas nécessairement changer de fonction. Au sein d'une même fonction, vous pouvez avoir des rôles différents. Ça, c'est la nuance aussi. Donc, attention, je ne suis pas en train de blâmer des gens qui sont pendant 10 ans dans la même fonction, parce que si ils ont pris des rôles ou des missions à côté de ça, ils ont à ce moment-là fait le trajet de sortir de cette zone de confort. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que si vous restez exactement dans les mêmes rôles, les mêmes tâches, les mêmes attentes qu'on a vis-à-vis de vous, vous risquez à ce moment-là effectivement d'être dans une zone de confort. C'est pas grave si vous l'êtes pendant un certain temps, un temps limité. Si vous l'êtes pendant trop longtemps, ça devient beaucoup plus problématique. Donc ça, c'est le premier point. Et donc prendre des initiatives. Exact. Et puis, je pense à chacun aussi de proposer, dans toute organisation, il y a tellement de choses à faire que vous pouvez être à un moment donné contributeur à un autre niveau. Donc aussi proposer, je l'ai fait. Enfin, moi, je me souviendrai, tout au début, je suis rentré, j'étais jeune key account manager dans la société chez Nestlé. Et j'avais un de mes collègues qui à l'époque faisait, on appelle ça différemment chez nous maintenant, mais faisait du trade marketing. Et il avait un travail jusqu'au-dessus de la tête. Et moi, par contre, je trouvais que j'avais pas mes journées remplies. Et donc, très vite, j'ai été proposé à mon patron de l'époque en lui disant, voilà, Daniel, est-ce que je peux pas aller aider, il s'appelait Jean-Paul à l'époque, enfin, il s'appelle toujours Jean-Paul, oui. Il a changé de job entre-temps, mais est-ce que je peux aller aider Jean-Paul parce que... et donc, voilà, c'est aussi comme ça que vous pouvez à un moment donné sortir de votre zone de confort. C'était pas un job qui avait plus ou moins de responsabilités et c'était pas ça qui m'intéressait. D'abord, ce qui m'intéressait, c'était d'aider, entre guillemets, un collègue qui avait beaucoup de travail. Alors que moi, j'estimais que j'avais une charge de travail plutôt soft. Donc, c'était plutôt dans cette dynamique-là. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est possible pour quand même un grand nombre de personnes dans des organisations, en tout cas telles que la nôtre, certainement. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai la chance d'être effectivement dans un groupe comme Nestlé qui met beaucoup quand même d'importance sur les formations. Et les formations qui m'ont le plus apporté ont été les formations en termes de leadership. Et là, j'ai eu notamment 2 formations qui m'ont vraiment marqué. Une formation à la London Business School, et puis un module 2 qui a été quelque part une continuité de cette première phase quelques années plus tard. Et ça m'a véritablement, je dirais, amené à une ampleur différente. Donc ces formations-là ont été assez intéressantes pour moi. Pour le reste, des lectures, oui, il y en a quelques-unes, et c'est surtout les échanges en fait avec les gens. Et de nouveau, je ne fais pas de caste, donc c'est les échanges au sens large du terme avec les gens qui me font grandir le plus. Et je ne vais pas les stigmatiser sur tel ou tel échange avec telle ou telle fonction. C'est pas le grade en fait qui fait la valeur de ce que la personne peut vous apporter. C'est la puissance quelque part qui est derrière, et ça n'a rien à voir avec le grade. Donc c'est vraiment dans les échanges que je peux avoir avec des gens que je me nourris le plus. Ça va avec en fait, effectivement, puisque vous disiez au début que il faut une remise en question permanente et en même temps il faut de la prise d'initiative. Les deux vont ensemble, puisque pour avoir des remises en question, il faut des gens qui remettent en question. Et donc ça veut dire qu'à tout poste, on peut potentiellement réfléchir et se dire tiens, mais comment est-ce qu'on ferait différemment ? Oui. Et du coup, est-ce que on en parlait un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des échecs qui vous ont plus appris que d'autres, ou des choses qui... Voilà, parfois on se prend des portes un peu dans la figure et on se dit tiens, et en fait on rebondit, on essaie de trouver. Oui, effectivement il y a des échecs. En fait, je sais plus qui le dit, c'est assez extraordinaire. Je ne perds jamais, ou c'est pas des échecs parce que j'apprends toujours. C'était, oui. Je sais plus qui l'a dit d'ailleurs. C'était assez inspirant, je trouve, comme message. Ce qui m'a
sans doute aidé à grandir, entre guillemets, c'est cette formation en termes de leadership qui m'a appris à m'accepter moi-même, avec mes qualités, mais aussi avec tous mes défauts. Et ça a pris un certain temps, je le reconnais aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, ça m'a pris un certain temps. Votre parcours personnel, votre parcours de vie fait que de temps en temps, vous avez peut-être un orgueil qui est peut-être pas toujours placé là où il devrait l'être, hein, mais qui fait qu'à un moment donné, vous vous mettez un espèce de voile, un espèce de rideau de fer qui occulte en fait toute une réalité de ce que vous êtes réellement, de ce que vous ne voulez pas voir vous-même. Et ça, c'est ce qui a sans doute été pendant un certain temps mon plus grand frein à ma capacité à continuer quelque part à grandir. Et c'est cette formation, notamment à London Business School, qui m'a confronté à ça. Et ça a pris du temps, hein. C'est un cheminement qui a pris du temps parce que chasser le naturel, il revient au galop. Ça a été quelque part le moment de vérité. Mais vous avez d'une part le moment de vérité, et puis de l'autre côté, vous avez l'acceptation de ce moment de vérité. Et ça a pris du temps. Parce que après ces formations, vous savez comment ça se passe généralement, on vous dit tiens, voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer, etc. J'ai passé tellement de temps et énergie à essayer de corriger les points que je ne voulais pas voir de moi à ce moment-là, que j'en ai même presque perdu ce qui faisait mes qualités. Ah oui, oui. Et c'est en fait à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais tout faux et qu'il fallait que je sois bien conscient en fait de ces points-là, que je puisse les améliorer, mais que je devais surtout m'efforcer de capitaliser aussi sur les forces que j'avais. Et donc, si je comprends bien en creux, pour devenir un bon leader, il faut apprendre à bien connaître ses forces et ses faiblesses pour amplifier ses forces et amenuiser ses faiblesses. Les connaître et les accepter. Oui. Les accepter et ne pas avoir non plus peur de les partager. En fait, c'est la partie plutôt vulnérabilité, authenticité, de les partager en fait avec avec l'organisation, avec le monde extérieur. Je dis, on est des êtres humains, c'est ce qui fait nos qualités. On n'est pas parfait. Ce qui est extraordinaire, c'est que ensemble, on tend à cette entre guillemets perfection. C'est l'équipe qui permet quelque part de nourrir quelque part cet idéal. Mais si je regarde de nouveau le parallélisme par rapport au sport et comme on a soulevé le hockey, j'aime beaucoup. Un bon gardien ne sera peut-être pas un bon attaquant, mais c'est pas grave parce que vous avez besoin en fait de ces différentes compétences en fait sur un terrain. Donc c'est pas un problème, au contraire. Et du coup, si imaginons que vous croisez le jeune Michel qui a 15 ans, vous vous asseyez à côté de lui autour d'un Nesquik ou d'un Nescafé, et est-ce qu'il imaginait cette carrière? Vous l'avez un petit peu dit, parce que probablement pas, puisque c'était pas forcément un long fleuve tranquille. Mais est-ce qu'il y a des conseils que vous lui donneriez? Et si oui, lesquels? Alors, la question, j'ai déjà répondu, mais je vais donner peut-être un petit peu plus de substance derrière. Non, je n'imaginais pas que je serais un jour CEO. Dans mon schéma, vous l'avez dit, en fait, mes études commerciales, il faut juste savoir, petit passage en arrière sur mes études, j'ai fait une spécialisation en analyse financière. Hein, donc, non pas que je voulais être analyste financier ou travailler dans le secteur bancaire, je trouvais que c'était super intéressant, mais j'ai toujours voulu travailler, étant jeune, dans des services financiers d'entreprise, donc pas dans le secteur bancaire financier, mais dans la partie financière d'entreprise. Et en fait, ma philosophie a été, en commençant ma carrière, de dire je vais commencer parce que je n'ai pas envie de faire, parce que j'ai besoin de comprendre en quoi ça consiste, mais c'est pas là que je veux faire, entre guillemets. Mais le faire plus tard, ça va être tellement compliqué que je vais commencer par faire ça. C'est là que j'ai commencé par des métiers dans le commerce. Et ce que je pensais être à la base quelque chose que je ne voulais pas faire est devenu en fait quelque part quelque chose que j'ai voulu faire. Et donc mon ambition personnelle à un moment donné était d'avoir un rôle où je pouvais impacter les politiques commerciales. Mais c'était ça en fait que je m'étais donné quelque part en tête. Et puis ça m'a amené quelque part à un trajet qui certes est passé par là aussi, mais qui ne s'est pas arrêté, qui a été différent.
De là à dire, est-ce que je lui donnerais des... En fait, je ne sais pas si en me donnant des conseils, je serais devenu celui que je suis devenu, parce que je n'aurais sans doute pas fait les mêmes erreurs, et donc je ne me serais sans doute pas construit de la même façon, parce que la façon dont je me suis construit a été aussi quelque part, entre guillemets, ce parcours d'échecs, apprentissage, etc. Et donc, si on vous donne quelque part trop rapidement ou trop facilement les clés ou les embûches, j'ai le sentiment que vous n'allez peut-être pas apprendre autant ou pas de la même façon, peut-être pas l'emmagasiner de la même façon. Et donc, peut-être qu'en ayant eu ces conseils-là, je ne serais peut-être pas arrivé à m'épanouir, parce que ce n'est pas le rôle qui est important pour moi, c'est comment est-ce que à la fois moi je continue à apprendre, à grandir et à contribuer. Et je ne serais peut-être pas arrivé à pouvoir quelque part contribuer de la façon dont je contribue. Donc je ne sais pas. En tout cas, il y en a plus vite. Oui. Alors il y en a en tout cas un qui était vu sans doute comme étant un handicap. Alors est-ce que c'est... Je pense que c'est dans la tribu de beaucoup de jeunes. J'étais très impatient et je manquais peut-être un petit peu de... J'étais peut-être pas très tolérant non plus, en fait. Donc, oui, ça, c'est peut-être les éléments que je me permettrais de partager et qui, par ailleurs, avec certains jeunes collaborateurs, je me permets aussi de partager en disant, voilà, la vitesse n'est pas, en fait, synonyme, quelque part, de la performance. Je m'exprime, hein, c'est... est-ce qu'il vaut mieux aller vite à un endroit ou est-ce qu'il vaut mieux en fait prendre un peu plus de temps mais aller beaucoup plus loin, hein? Je vais de Bruxelles à Nice. Est-ce que ça c'est la finalité du trajet? Et je peux le faire très très vite. Et si je prends une voiture très très rapide, j'irai très vite. Si je prends l'avion, j'irai peut-être encore plus vite. Est-ce que ça c'est la finalité? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et est-ce que peut-être de le faire en vélo va m'apporter beaucoup plus et me permettra peut-être pas de m'arrêter à Nice, mais d'aller peut-être beaucoup plus loin? En Afrique, aux États-Unis, en Asie, etc. C'est ça, je veux dire, c'est l'image qui est derrière. C'est de se dire, et ça, je pense que quand on est jeune, on a peut-être parfois le sentiment de vouloir aller peut-être un petit peu trop vite. Même si le monde s'est en tout cas fortement accéléré aujourd'hui, je pense que les détours ne sont pas nécessairement en fait inutiles et nourrissent, à partir du moment où on le prend dans cette philosophie-là, et nourrissent toujours quelque part l'individu. Peut-être une dernière question, parce que je vois le temps qui tourne aussi, plus plus personnel, sur la façon dont vous conseilleriez, ou en tout cas dont vous abordez un équilibre vie privée, vie professionnelle, si tant est que ce soit possible d'en avoir un. Et si oui, voilà, quels sont les points d'attention ou vos solutions à vous? J'aime pas tellement le terme conseiller parce que je pense que c'est justement propre en fait à chaque individu. Je pense que vous devez, en âme et conscience, vous sentir bien vous-même et bien au sein de votre structure familiale, de quelque niveau qu'elle soit. Si votre structure familiale est très, très, très réduite ou si elle est très étendue, moi je n'ai jamais pris, en tout cas, j'ai pas pris la décision, par exemple, de mon expatriation. N'a pas été une décision que j'ai prise seule. On l'a discuté en famille. Parce que je ne me serais jamais senti bien si on n'avait pas justement pu la discuter et la prendre en fait ensemble. Mais ça, c'est personnel. Donc, équilibre... en fait, la vraie réponse à votre question, c'est l'équilibre. Mais le curseur n'est pas au même endroit pour tout le monde. Et chez certains, il va être peut-être plus du côté privé, chez d'autres peut-être plus du côté professionnel. Et je pense qu'il est pour moi à géométrie variable. C'est qu'à certains moments, il va être plus du côté professionnel, à d'autres moments, il va être plus du côté en fait privé. C'est juste à un moment donné de se dire... Et j'ai aussi réalisé ça quand je suis parti entre guillemets, c'était pas une vraie expatriation parce que la famille n'a pas suivi. Donc c'est pas très loin. C'était en France, pour être tout à fait clair, c'était effectivement pas très très loin. Mais j'ai réalisé en fait qu'il était... en fait, les moments que vous passez en famille, c'est pas le temps qui compte.
parce que j'étais nettement moins présent, mais j'avais le sentiment en tout cas que le peu que je partageais avec eux était beaucoup plus qualitatif que quand j'étais avant présent physiquement, mais peut-être pas en fait avec mon esprit. Donc ça, c'est pour moi, l'équilibre, il est surtout là, c'est de se dire, ça ne se calcule pas sur X% de mon temps, mais plutôt sur la qualité du temps en fait que je répartis. Et c'est vrai aussi d'ailleurs d'un point de vue professionnel, vous pouvez faire des heures et des heures sans être très productif, ou faire nettement moins d'heures et être beaucoup plus productif. Donc c'est cette balance qu'il faut trouver, c'est comment est-ce que vous vous ressourcez, et si la façon de vous ressourcer aujourd'hui, c'est le professionnel, eh bien, passer un peu plus de temps au niveau professionnel. Si la façon de vous ressourcer, c'est la structure privée, la sphère privée, c'est moduler ça en fonction de ce qui vous permet de vous ressourcer. Et c'est pas linéaire, c'est fonction du contexte, et donc ajustez-le en permanence. Mais cette balance, elle est fondamentale en tout cas. Peut-être pour finir, est-ce qu'il y a un point de vigilance ou quelque chose que... Voilà, je ne vais pas dire que vous conseilleriez parce que le conseil n'est pas forcément le plus adapté, si j'ai bien compris. Mais voilà, un point de vigilance où vous diriez à quelqu'un qui se lance ou qui crée sa société ou qui la reprend, qui doit garder à l'esprit pour qu'il puisse bien avancer en termes de réussite, dans tous les sens que réussite peut avoir. Oui, parce que dans votre terme réussite, c'est quoi la réussite? Comment est-ce qu'on mesure en fait la réussite? Je trouve que la question est très très compliquée à ce niveau-là. Pour moi, la réussite, tout dépend de ce que vous vous fixez vous-même, mais ne doit pas nécessairement être effectivement la fonction que vous occupez ou le chiffre d'affaires que vous êtes capable de générer. La réussite peut être simplement d'avoir tenté quelque chose, d'avoir créé quelque chose. Donc c'est évidemment très très difficile parce que ces critères-là sont très différents. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est surtout croyez dans vos intuitions aussi. On se nourrit beaucoup, vous l'avez dit tout à l'heure, en beaucoup d'études, etc. Il y a sans doute quelque chose qu'on n'utilise pas assez chez nous, c'est notre intuition. Et je crois aussi que, d'ailleurs, il y a des formations, des études très intéressantes aussi qui montrent que l'intuition est souvent, entre guillemets, très très riche. Profitez de travailler, de développer votre intuition et faites-la peut-être un peu plus émerger à un moment donné dans les choix que vous allez poser. Aujourd'hui, on a peut-être tendance à un moment donné à tout vouloir baser sur des éléments peut-être trop quantitatifs, scientifiques, etc. Et on laisse peut-être plus assez de place à un moment donné à l'intuition. Donc croyez aussi en votre propre intuition, travaillez-la et développez-la. Et c'est probablement ce qui peut faire la force d'une petite structure par rapport à des plus grands groupes, justement. Oui, certainement, oui. Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps, pour votre partage. Ben merci en tout cas à vous. Et puis voilà, je pense que de nouveau, pour moi, c'est pas des conseils, je partage juste en fait mon expérience ou ce que j'ai pu partager depuis quelques années. Donc c'est pas du tout des conseils, c'est juste un partage, comme je disais, ça fait partie du trajet de formation aussi. C'est échanger et déjà en soi intéressant. Merci en tout cas pour l'échange. Les questions ont été aussi intéressantes pour moi. Donc voilà, au plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.